Comment grandit-on avec une maladie rare? C'est la question que pose aujourd'hui toute une histoire à ces jeunes invités. Justine est atteinte du syndrome d'Apert, une maladie osseuse qui nécessite des soins lourds. Pour elle et ses parents, c'est un véritable parcours du combattant. Au total, il faudra qu'elle subisse combien d'opérations pour pouvoir vivre mieux? Entre 10 et 15 opérations. Oula. Oriane, elle, est totalement insensible à la douleur. Si le danger la guette en permanence, elle ne se laisse pas abattre pour autant. Tu sais comment va évoluer ta maladie, on t'a expliqué? Pas trop parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc moi je me dis, au bac je perds de courage et puis que je me batte. Raphaël et Sally sont toutes deux victimes d'un névus géant, une sorte de grain de beauté qui couvre une grande partie de leur corps. À partir de quel âge ça a été plus facile de vous assumer pleinement? Alors quand j'ai rencontré mon premier amour, ça m'a permis de me libérer en fait. Je me suis dit, j'ai le droit à l'amour comme tout le monde, j'ai le droit d'être comme tout le monde. C'est là où vraiment j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps, dans ma tête et bien avec les autres. Bonjour tout le monde, bonjour à nos invités, bonjour les enfants. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Bienvenue sur le plateau Toute une histoire et merci d'être avec nous pour accueillir nos invités. On rêve forcément quand on est parent de ce qu'il y a de meilleur pour son enfant. Alors quand, dès sa naissance, on s'aperçoit que c'est un enfant qui est malade, pour un parent, c'est un véritable drame. Mais lorsqu'en plus cette maladie est diagnostiquée comme une maladie rare ou orpheline, le désarroi est encore plus profond. Où se renseigner d'abord? Vers qui se tourner pour essayer de trouver des explications, du réconfort? Est-ce qu'il existe des traitements véritablement efficaces? Comment être sûr qu'une amélioration est possible? Comment expliquer ensuite à son enfant ce dont il souffre quand on n'a pas soi-même toutes les réponses? Comment réussira-t-il à vivre, à grandir ensuite, à expliquer aux autres sa différence? Sur notre plateau aujourd'hui, nous recevons des parents, mais aussi des enfants, et qui ont accepté de venir témoigner, nous expliquer ce dont ils souffrent, à nous tous, ignorants, sur ces maladies rares dont ils sont atteints. Je vous demande de les accueillir très chaleureusement. Ça va? Bonjour. Comment ça va, Enzo? Bien. Bienvenue sur le plateau. Tu es bien installé? Oui. Bon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont tu souffres exactement? Ta maladie? Oui. Alors, on t'écoute. Je sais pas comment ça s'appelle. Comment ça? Une agénésie tibiale. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas trop parce qu'on m'a pas expliqué ça en fait. Ah bon? Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais dire que tu as aux jambes en fait? À la droite, je voudrais dire qu'au début, quand j'étais née, j'avais pas eu de tibia à la droite. D'accord. Et qu'à la gauche, il y avait une partie du tibia, mais l'autre, elle y était pas. D'accord. C'est ta maman qui t'a expliqué tout ça? Je me rappelle plus. C'est vous qui l'avez expliqué, madame? Oui, puis le médecin aussi. Le médecin aussi? C'est important de savoir, Oui. de savoir la vérité, ouais. Qu'est-ce qui est le plus pénible en fait? Qu'est-ce qui te fait le plus mal? C'est dans quel moment de la vie? C'est quand le kiné, il me plie la jambe. Le kiné, il te plie la jambe? Oui. Pour assouplir? Oui. Oui. Comment tu fais pour marcher, Enzo, toi? Pour marcher, je marche les jambes tendues, mais c'est un petit peu dur. Ça fait mal? Pas trop. Non. Non. Et tu peux courir? Pas trop. Sauter un petit peu? Un petit peu. Un petit peu. Tu fais des progrès? Des fois, oui. Enfin, quand j'en ai envie, quoi. Quand t'en as envie? Tu penses que la volonté, c'est important? Ouais. Tu nous raconteras tout ça avec ta maman. Je vous demande d'accueillir aussi Oriane, qui est notre invitée. Bonjour, Oriane. Comment elle s'appelle, ta maladie, Oriane? La neuropathie sensitive aiguë type 4. Oh là! Neuropathie sensitive. Ça veut dire qu'en fait, tu sens pas quand t'as mal, en fait. Ouais. C'est-à-dire que si t'as des douleurs, tu sens pas. Tu sens pas. Si tu te fais mal, si tu tombes, si tu te casses... C'était déjà arrivé de te casser un os? Oui. Tu sens pas ce qui t'arrive? Non. Alors c'est un avantage dans la vie de pas sentir la douleur? Oui, un inconvénient. Alors quel inconvénient? Quand je me casse la jambe, je vois pas, je sens pas. Et l'avantage, c'est que quand je vois tout le monde qui a mal, je dis moi j'ai de la chance que moi j'ai pas mal. Tu connais pas la douleur? Voilà. Il y a d'autres problèmes qui sont compliqués avec cette maladie? Oui, le rein. On m'a enlevé un rein il y a 1 an. Voilà. Et maintenant j'ai un trou et je fais pipi par ce trou au ventre. D'accord. Mais ça t'arrive à le contrôler ou... Non. Non. Je
je sens pas. Tu es obligé donc d'avoir des protections un peu. Ouais. Tu te sens bien avec tes parents aujourd'hui? Oui. C'est important, tu nous as dit en préparant cette émission, de bien expliquer aux autres Oui. ce dont on souffre. Bah oui. Pourquoi? Parce que déjà, personne ne le sait. Il y en a, ils ne le savent pas. Donc après, ils se moquent de moi et puis je leur explique après. Donc. Dans la vie, je crois que plus on sait en fait qui sont les autres, ce qu'ils ont, mieux on les accepte en fait. Oui, voilà. Je vous demande d'accueillir Sally aussi, qui est notre invitée. Tu as quel âge, Sally? 8 ans. Quelle classe tu es? En CE2. CE2. Comment ça marche à l'école? Bah bien, pour l'instant. Les notes, c'est-à-dire? Ça va bien. Ça va? Sally, toi, ça va les notes à l'école? Sally, que je raconte. Oriane, Oui. ça va? Oui. Et toi, Enzo? Oui. Bon, c'est bien. Comment se nomme ta maladie, Sally? Le névus géant congénital. Tu peux nous expliquer? Je sais plus trop comment expliquer. Comment t'expliquerais à quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, et qui te demande? C'est par rapport à tes grains de beauté? Bah oui. C'est à ma naissance, j'étais toute noire marron. Et puis, en fait, c'était plein de grains de beauté collés. Et puis, on m'en a enlevé parce que sinon, ça faisait moche. Et puis, on m'a enlevé aussi des kystes. Et puis, il y en a plein qui ne savent pas ce que c'est. Donc, moi, je dis que c'est de la peau avec une grosse boule au-dessus bien noire. Et donc, on me les a enlevés aussi dès ma naissance. Et puis, il m'en reste beaucoup, mais moins qu'à la naissance. Alors, sache qu'aujourd'hui, il y a une grande personne sur notre plateau aujourd'hui qui est née aussi avec un névus géant congénital. Et je pense que c'est important de savoir qu'on peut grandir avec toutes ces maladies quand on est un enfant. Je vous demande d'accueillir Raphaël qui est avec nous. Bonjour Raphaël, vous êtes là. Vous avez 21 ans aujourd'hui, vous faites partie donc de toutes ces personnes comme Sally qui sont nées avec un névus géant. On compte une personne sur 50 000 avec tous ces grains de beauté côte à côte qui en font un seul. Quand on sait que c'est une personne sur 50 000, qu'est-ce qu'on se dit? Pourquoi nous? Pourquoi c'est tombé sur moi? Exactement. Et cette maladie est-elle mieux connue aujourd'hui que quand vous aviez... De plus en plus, on essaye de la faire connaître justement pour que les personnes évitent de se moquer de nous, comme a pu le dire Sally, ou voilà, on essaye de plus en plus de faire connaître cette maladie, puis d'autres maladies, puisqu'il y en a encore de nombreuses. Malgré les difficultés que vous avez dû traverser, vous êtes venu aujourd'hui donc pour nous donner beaucoup d'espoir par rapport à votre état d'esprit, par rapport à votre vie de tous les jours. Se voir établir un diagnostic, pouvoir mettre un nom d'abord sur la maladie, c'est sans doute la première étape nécessaire pour l'acceptation. Et puis c'est la première partie de notre émission, réussir à savoir et comprendre ce dont quoi on souffre. Je vais donner la parole à Joanie. Bonjour Joanie, votre petite fille Justine a tout juste 1 an, c'est un tout petit bébé. Elle est actuellement à la clinique de la main avec son papa pour subir une opération. De quelle maladie elle souffre, cette petite fille? Elle est atteinte du syndrome d'Apert. Alors ça c'est mal connu aussi, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être plus en détail? Donc c'est une maladie génétique rare qui touche un enfant sur 50 000 et qui touche principalement les pieds, les mains et la tête. De quelle façon? Au niveau des os, donc il y a des soudures osseuses. Donc au niveau des mains, elle a tous les doigts qui sont soudés. Donc il faut une opération par doigt tous les 6 mois pour lui séparer un doigt. Au niveau de la tête, elle avait une soudure prématurée du crâne qui gênait le placement de son cerveau. Et au niveau des pieds, c'est pas soudure osseuse, c'est une malformation osseuse du gros orteil. Donc ça nécessite des opérations, pas mal d'opérations. Il y en a une qui s'est passée ce matin, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. Je l'ai vue avant de partir, elle est assez réveillée, elle joue, ça va. Et vous avez accepté donc qu'on vous accompagne dans les moments clés de ces moments-là? Paris, gare de Lyon. Joanie et Gabriel arrivent de Saint-Raphaël avec leur petite fille Justine, âgée d'1 an et atteinte d'une maladie rare, le syndrome d'Apert. Pour eux, la journée s'annonce chargée. Oui, aujourd'hui c'est une journée importante puisque nous allons faire un scanner à Justine pour savoir si elle va devoir être réopérée de la tête. Donc là nous partons en direction de l'hôpital et ensuite nous irons à la clinique de la main où elle doit être admise pour une opération demain matin. Pour la petite famille, le parcours du combattant commence. Direction donc l'hôpital des enfants malades où ils se rendent plusieurs fois par mois. Première étape, Justine est entièrement recouverte de bandages pour l'empêcher de bouger pendant le scanner.
Le but, vérifier la croissance de son périmètre crânien. Opérée une première fois à 6 mois, Justine risque une nouvelle opération du crâne. C'est ce que redoutent ses parents. J'essaye de ne pas penser que ça m'angoisse parce qu'il ne faut pas qu'on lui transmette notre stress. Donc on le prend tranquillement et puis on verra bien quand le neurochirurgien verra le scanner et qu'il prendra le périmètre crânien. Là, vaut mieux que ce soit lui qui nous le dise plutôt qu'on se mette dans la tête qu'elle va être opérée et que c'est pas le cas ou l'inverse, quoi. Pour parler de Justine, c'est le syndrome d'Apert. Le crâne se soude prématurément. Avant la naissance, le crâne est déjà soudé. Donc le cerveau risque de manquer de place, d'être comprimé, de souffrir. Et donc le grand risque du syndrome d'Apert, c'est le retard mental. Après une heure d'attente, les parents ont rendez-vous avec le professeur Régnier, qui suit Justine depuis sa naissance, pour connaître le verdict. Voilà, c'est parfait. Et je peux même vous dire que c'est fini maintenant. Ça peut pas réapparaître. Ah bah, c'est normal maintenant et ça va le rester. D'accord, bah c'est génial. C'est rassurant. Parce qu'il a dit, professeur Régnier, qu'il n'y avait pas besoin d'une autre opération de la tête. Ah non, c'est sûr, c'est génial. C'est quand même vachement rassurant parce que j'étais pas préparée à une nouvelle opération. Pour moi, c'était obligé que ça aille bien. Oui, c'est bon. Après cette bonne nouvelle, le marathon continue. Deuxième étape, la clinique où Justine subira demain une opération de la main droite. Et comme à chaque séjour, Joanie tente de rendre le quotidien de sa fille à la clinique plus agréable. Non, c'est pour qu'elle ait un peu... On recrée un peu l'ambiance de la maison. Oui, c'est important qu'elle retrouve son petit univers pour pas être trop déboussolée du fait de ne pas être à la maison. Ça, la dernière fois, je lui avais amené pareil un peu de tout et quand elle s'est réveillée, la première chose qu'elle a voulu faire, c'est jouer. Comme s'il n'y avait pas eu d'opération, quoi. Donc, c'est important, au moins elle n'est pas trop perdue. Oui ? Bonsoir. Le docteur Salon opérera Justine de la main droite demain. Elle a déjà pratiqué la même intervention sur sa main gauche il y a quelques mois. Dans ce syndrome d'Apert, les os sont fusionnés. Oui, c'est très impressionnant, mais surtout le pouce. Souvent, vous pouvez avoir des doigts collés, mais les squelettes sont indépendants. Et elles, les squelettes sont communs. Et l'ongle est commun. Vous voyez, là, il y a un ongle circulaire qui fait tout le tour. En fait, là, ça, c'est le pouce. Et il y a un grand ongle commun qui fait deuxième, troisième, quatrième doigt. Et la difficulté, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut séparer non seulement les rayons, mais les artères. Souvent, il y a une artère pour 2 doigts. C'est ça qui inquiète la maman de Justine, parce qu'on fera peut-être pas 4 doigts. Mais le but, chez un enfant, c'est d'abord faire le pouce. D'abord la pince. Une pince tripode, ça donne une vie courante normale, disons. Maintenant, on ne va pas raconter d'histoire. Il y a toujours un certain regard des gens sur... Il y a une déformation du crâne qui interpelle les gens, donc il y a un certain regard. Bon, mais les parents sont super, c'est-à-dire qu'ils les entourent et finalement on fait abstraction. On est très fiers. Très fière d'elle. Très très fiers. C'est notre petite beauté. Elle est vraiment courageuse, cette petite, hein, ouais. Elle a 1 an maintenant. Oui. C'est déjà un long chemin parcouru. Combien d'opérations a-t-elle déjà subi ? 3 opérations depuis 1 an, quoi. Au total, il faudra qu'elle subisse combien d'opérations pour pouvoir vivre mieux ? Entre 10 et 15 opérations. Oula, jusqu'à quel âge ? Aux environs de 6 ans. Et après, il y a aussi, après l'adolescence, il y a des risques qu'il y en ait 1 ou 2, mais c'est pas sûr. À quel âge vous vous êtes rendu compte que Coriane avait un petit souci, quelque chose que n'ont pas les autres enfants ? Quand elle a commencé à avoir ses dents, puisque... Quelques mois alors ? 8 mois. 8 mois. Et elle commençait par... elle s'appuyait très fort sur la langue et elle devenait bleue, la langue était bleue. Et puis quand les dents sont sorties, après, elle s'est mangé la langue, la lèvre. Manger ? Ouais. Rongée en permanence, donc... Donc vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose qui se passait de bizarre ? Oui, de pas normal. Mais j'avais jamais entendu parler d'insensibilité à la douleur. Donc. Et les médecins aussi, c'est quelque chose qui... c'est très rare. Ouais. Donc, Comment tu dis, Oriane, neuropathie sensitive, héréditaire du type 4. Ah oui, d'accord. Vous aviez déjà entendu parler de cette maladie ? Non, jamais. Du tout. Non. C'est une maladie qui... C'est quelle statistique ?
Alors d'après, j'ai appelé plusieurs généticiens et un m'a dit qu'il y aurait une dizaine de cas dans le monde. Dans le monde? Des neuropathies sensitives, il y en a, hein, mais avec le type 4 d'Oriane. Ça signifie quoi, type 4? Type 4, il n'y a pas de transpiration, donc pas de sudation, pas de larmes, donc elle a des ulcères. Ça veut dire que quand il fait chaud, par exemple? De la fièvre. Ah oui, beaucoup de J'ai fièvre. un rond dans le dos où j'ai transpiré. Elle a un rond uniquement où elle transpire et le reste du corps est sec. D'accord. Donc pas de larmes. C'est pour ça que c'est plus diagnostiqué type 4, hein, parce qu'il y a encore des... Le manque de larmes, en fait, ça subit aussi qu'elle ait fait des ulcères aux yeux importants, ce qui fait qu'elle a une vue un petit peu limitée aussi également. Parce qu'elle a des cicatrices sur la cornée. Ça te fait pas mal, c'est juste l'avantage, quoi. Sandra, que son enfant puisse vivre dans le même monde que les autres, c'est ce que tous les parents souhaitent, et tous les parents ici présents, et tous les parents qui nous regardent évidemment. Lorsqu'Enzo est né, vous avez noté, vous, un petit souci au pied. Oui. Il s'agit en fait de l'arrêt du développement d'un organe, alors, ou d'un membre, ou d'un os, pendant la grossesse, qui entraîne donc des malformations. C'est extrêmement rare, hein, puisqu'il y a à peu près un cas sur 10 000 naissances. Oui, enfin nous, on nous a dit que sur le sien, c'était 1 sur 1 million, parce qu'en fait, ça concerne en fait les 2 jambes. Généralement, c'est soit une jambe. Et au niveau des 2 jambes, en plus, lui, c'est 2 agénésies tibiales différentes. C'est très original, en tout cas, Enzo. Ouais. C'est important dans la vie. Vous avez été aux États-Unis ensemble? Oui. Oui. Oui, oui. Donc en fait, Enzo, donc, il est suivi aux États-Unis. Pourquoi aux États-Unis et pas en France? Parce que donc en fait, en France, donc il nous proposait pas en fait de reconstruction de la jambe sur la jambe droite, où il n'avait pas du tout amputation. Voilà, donc ils voulaient l'amputer en fait au niveau du genou, hein, parce qu'ils nous ont dit qu'il n'aurait pas un genou fonctionnel, donc à droite, et que le mieux c'était de mettre en fait une prothèse. Et donc on s'est rendu aux États-Unis et là ils nous ont proposé une alternative. Donc ils ont fait une reconstruction de son genou. Bon, on est resté donc une première fois donc aux États-Unis, donc 10 mois, où il a été opéré des 2 jambes. Et donc c'est difficile à comprendre qu'une jambe puisse être rigide alors qu'il manque un morceau d'os. Oui. C'est le muscle qui compense? Non, et en fait il avait les muscles qui étaient trop petits, ça créait une tension musculaire qui empêchait en fait de tendre sa jambe. En fait. Voilà, oui, d'accord. pour plier ou pour tendre. D'accord. Jérôme Cheval est journaliste scientifique. Bonjour Jérôme. Vous venez de publier Maladie d'exception, vivre avec une maladie orpheline chez Anne Carrère, qui est une éditrice qui vous a commandé spécialement cette enquête. Vous avez rencontré beaucoup de parents qui étaient désemparés par le manque de connaissances des médecins, parce que quand on dit un cas sur 1 million, qu'on parle d'amputation alors qu'il est possible de trouver d'autres solutions, comment faire? C'est normal, un médecin, dans sa formation, il doit déjà apprendre toutes les pathologies classiques, récurrentes, qui arrivent à tout le monde. Donc déjà, il a déjà du mal à emmagasiner toutes ses connaissances. Et a fortiori, pour ce qui est des pathologies rares, il n'est pas sûr qu'il les rencontre dans sa pratique. Donc on ne va pas enseigner les maladies rares en faculté de médecine. D'autant qu'il y a 5 nouvelles maladies rares qui sont identifiées chaque semaine dans la littérature médicale. C'est-à-dire quand les parents ne trouvent pas de réponse, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors maintenant, il y a des structures. Depuis 2001-2002, il y a des grandes bases de données informatiques, notamment Orphanet, infobiogène.fr, ou alors Eurordis, qui est un groupement d'associations au niveau européen, où là, toutes les données sont regroupées pour justement avoir des lignées génétiques et pour pouvoir trouver des parades à ces maladies-là. Vous trouverez toutes ces adresses électroniques évidemment sur le site de l'émission, et puis je vous renvoie aussi vers le bouquin de Jérôme. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour ces parents? Ne pas savoir comment la maladie va évoluer? Quelle décision prendre? Le plus difficile, il y a plusieurs cas de figure. Il y a un cas qui est commun quasiment à toutes les maladies rares, c'est l'errance diagnostique. C'est-à-dire qu'un des premiers symptômes, c'est respiratoire, c'est musculaire, c'est osseux. Donc on va voir des spécialistes, on fait des examens. Et puis on nous dit non, finalement c'est rénal. Donc on va voir des spécialistes du rein. Donc les gens errent comme ça. Voilà, une errance diagnostique qui est plus ou moins longue et qui est vraiment perturbante au niveau psychologique tant qu'on n'arrive pas à nommer la maladie. Nommer la maladie, c'est pas une solution non plus, c'est le début de quelque chose d'autre. C'est le commencement. Diagnostic, comment ça peut... Ouais. Voilà, une fois qu'on a posé le nom, après on peut s'attaquer à la maladie. Même si on n'a pas les armes contre la maladie, on sait contre quoi on lutte. Et ça, c'est très important. C'est un premier apaisement? Enfin, c'est une première étape? Oui, parce qu'après, donc, on connaît quelle est la maladie et on essaye de trouver les solutions en fait pour pouvoir y remédier ou pour... Et le groupement association parents qui se parlent entre eux et qui échangent les expériences quotidiennes apporte beaucoup aussi à toutes les familles. Important.
Oui, sauf que nous, En France? Non, on n'a vu personne. On n'a vu aucun enfant. Enfin, après, une fois qu'on a créé notre association, donc on a créé une association justement pour réunir des fonds pour partir faire opérer Enzo aux États-Unis. Où aux États-Unis? À Baltimore. Donc à partir de ce moment-là, donc on a eu des gens qui nous ont contactés, qui ont des enfants eux aussi atteints d'agénésie tibiale. Mais sinon, donc vous avez rencontré en fait des parents qui ont des enfants qui sont comme Enzo? J'en ai jamais vu. Aux États-Unis? Aux États-Unis, j'en ai vu. Ça fait quoi de rencontrer des personnes qui sont dans... Bah, déjà, on voit un peu comment... Enfin, on se sent moins seul, on sent moins seul, on peut parler un peu, puis on voit un peu comment on va évoluer les choses. Bien sûr. Vous l'avez tout de suite su, compris, parce que c'est évidemment beaucoup plus visible, un névus géant. C'est aussi moins grave hein, que d'autres maladies dont on parle aujourd'hui. Vous avez tout de suite compris ce qu'avait votre fille à la naissance? Pas immédiatement. Comment vous a présenté le bébé à la naissance? La sage-femme a été franchement formidable. Elle l'a emballé. Comme on emballe souvent... Une petite friandise. Voilà, non, mais comme on emballe souvent les nouveau-nés pour pas qu'ils aient froid, à la limite. Mais elle l'a fait tout de suite. Tout le corps, ouais. Voilà, tout le corps. Donc ça fait qu'effectivement, on a vu 1 ou 2 grains de beauté assez gros sur la tête, mais bon, comme des taches de naissance, comme il y en a beaucoup qui naissent avec. Donc c'est vrai que... C'était une bonne idée de ne pas vous le montrer dès la naissance? Ah oui, je pense, oui, c'est clair. Donc tout de suite, ils me l'ont posé dessus, comme un petit bébé, donc ça, super. Et puis après, ils l'ont emmené pour les soins. Et là, effectivement, il y a une personne qui est revenue avant de ramener Sally et qui nous a expliqué, qui nous a dit, bon, là, elle a quelque chose de particulier. Enfin, je ne sais plus les mots exactement, mais c'était vraiment avec de la douceur, à dire, ne vous inquiétez pas, elle a des grains de beauté, vous allez voir, c'est un peu impressionnant. Tout de suite, on a su que c'était du grain de beauté. Voilà. Enfin, 1 heure après, il y avait la dermatologue qui arrivait, qui mettait un nom sur la maladie, même si elle est rare, donc c'était bien. On a eu de la chance, à la limite, que j'accouche à Dijon avec une équipe médicale qui savait. Parce que dans l'association, c'est vrai qu'on connaît d'autres, on a discuté avec d'autres familles, d'où l'intérêt de l'association, qui eux sont tombés dans des hôpitaux qu'ils n'avaient jamais vus et qui tout de suite ont dit oh là là, mais il ne va pas vivre, il aura un cancer. Donc forcément. Ouais, ça panique. Voilà, ça panique. C'est n'importe quoi. Voilà. C'est n'importe quoi. Alors malgré la maladie, évidemment, on aimerait autant que faire se peut que laisser son enfant grandir, être un enfant tout simplement, quoi, comme les autres, pouvoir s'amuser, etc. Pas vivre simplement avec cette charge tout le temps sur l'esprit. Mais dans la réalité, est-ce qu'on peut réussir à maintenir son enfant véritablement dans le monde des enfants? C'est la deuxième partie de notre émission. On va en discuter, non pas avec Sally, mais avec Oriane maintenant. Oriane qui peut se blesser sans se rendre compte. Ça arrive. C'est évidemment très angoissant pour les parents parce qu'on n'a pas de signe alertant, les cris, les larmes qui peuvent nous informer. Vous posez la question de savoir comment la protéger tout en lui laissant vivre à fond son enfance. Oui, on ne le fait pas toujours très bien puisque des fois elle râle puisqu'on est toujours sur elle. Toujours tu râles. Oui. Et oui, on est toujours sur elle en train de la surveiller, on a toujours les yeux dessus, on ne s'éloigne jamais d'elle. Voilà, en permanence, on la regarde. Le moindre bobo, ça dégénère vite, en fait. Là, en préparant le reportage, Oriane était assise sur la moquette. Et en fait, on s'est aperçu après le reportage qu'elle s'était brûlée sur au contact de la moquette. Ouais. Ce sont des petits détails où qu'on ne pense pas au quotidien et qui dégénèrent vite. Ça n'empêche pas que tu as envie de t'amuser, que tu as plein de projets. Ouais. On va le voir dans ce reportage. Je vous propose de regarder. Oriane! Non, cours pas, Oriane! Courir, une activité normalement anodine pour un enfant de 11 ans. Mais pour Oriane, un simple trajet de quelques mètres pour aller chez sa grand-mère s'avère être une mission périlleuse. La petite fille est atteinte d'une maladie extrêmement rare qui la rend insensible à la douleur. Elle peut donc se faire très mal sans s'en rendre compte. C'est justement ce qui vient de se passer. Tu sais. Voilà. Je vais aller chercher. Non. Je vais aller chercher ce qu'il faut pour la soigner. Tu t'es accroché ou quoi? Non. T'avais les laisses peut-être? Elle n'a aucune sensibilité. Donc elle, quand elle attrape quelque chose, elle ne sait pas si elle attrape au bon endroit. Si là, comme la laisse est en fer, je pense qu'elle n'a pas dû sentir en la tirant que... En fait, je ne me suis pas rendu compte que je saignais, donc j'en ai eu partout et c'est là que je m'en suis rendu compte. Petite, Oriane est même allée jusqu'à se manger les doigts et les lèvres, comme un autre enfant aurait sucé son pouce. Un réflexe qu'elle n'a pas totalement perdu. Oriane, tu as les doigts dans la bouche encore. Allez, sors. Arrête un peu. Tu peux pas éviter?
La télé, ça peut être un danger pour Oriane parce que quand elle regarde la télé, elle est très concentrée. Et quand elle est concentrée, à ce moment-là, elle se ronge les doigts. Comme quelqu'un qui se rongerait les ongles, mais bon, au bout d'un moment, il sent quand ça lui fait mal. Sauf que Oriane, elle ne s'en rend pas compte. Donc c'est surveillance de tous les instants. Cette surveillance, Oriane aimerait parfois y échapper. Alors que les autres enfants de son âge s'amusent dehors ou font du sport, elle se retrouve souvent toute seule dans sa chambre. Et pour cette petite fille très active, ce n'est pas toujours facile de tenir en place. Maman, ici je t'ai déjà demandé, mais j'aimerais faire du hip-hop. Oriane, je t'ai déjà expliqué pourquoi tu pouvais pas faire de hip-hop. Je te l'ai dit déjà. Par exemple, tu fais un mouvement qu'il faut pas et que tu t'en rends pas compte. Qu'est-ce que ça va faire après? Après, il y a des conséquences qui sont plus graves et voilà. C'est très bien que quand tu fais le grand écart, tu n'as pas de limite, quoi. Tu mets tes jambes, personne ne les met comme ça d'ailleurs. Non? Non? Non. Non, bien sûr. Non, le sport, danse et tout ça, je suis pas d'accord. On peut sortir. Sortir? Il n'a que 11 ans. Non, ouais. Sortir. Non, mais je sais pas, moi, aller quelque part, tout ça, je suis toujours enfermée. Je peux jamais faire de sport. Après, quand je vais sortir avec Kevin, je peux jamais parce que toi, tu veux jamais. Mais voilà, c'est quand même étouffant. Heureusement, Oriane s'est fait une bonne copine à l'école. Anaïs est l'une des seules à ne pas la rejeter. Grâce à elle, Oriane oublie un peu sa différence. Moi, ta maladie, je te considère comme une fille complètement normale. Bah oui, moi aussi. Toi, il y a des copines, toi, qui disent « Ouais, tu devrais pas être son amie, tout ça ». Bah oui, mais on va dire que moi, donc c'est mes copines, je les aime bien. Mais on va dire que c'est pas non plus elles qui doivent décider avec qui j'ai envie d'être. Ouais. Moi, je suis contente parce que d'être ton amie, parce que voilà, tu m'aides dans ma maladie, ça m'aide beaucoup parce que voilà, de savoir que j'ai une amie qui m'aide, tout ça, c'est quand même voilà. Bah, je te défends parce que s'il y en a souvent donc les plus petits qui ont peur de toi, qui se moquent de toi, on va dire que je leur explique que c'est pas non plus facile pour toi et qu'on se moque de toi, je pense que ça te fait pas non plus plaisir. Bah oui, toi tu ferais tout pour moi, mais moi aussi. Parce que ouais, si toi tu me le donnes, moi je te le rends. Les parents d'Oriane sont préoccupés par les problèmes que leur fille rencontre à l'école, notamment avec les autres enfants. Pour son entrée en 6e, ils pensent à l'inscrire dans un établissement spécialisé. Et cette école-là, tu irais tous les matins, comme les autres enfants en fait. Sauf que, au lieu d'être toujours entre guillemets, le vilain petit canard parmi les autres, eh ben, tu serais comme les autres. Ça te plairait pas une école comme ça? Il n'y a que des enfants malades, donc c'est pas... Moi, je voudrais être aussi dans un endroit où il y a des gens qui sont malades, mais il n'y a pas que... Je voudrais aussi me faire des copines et des copains pas malades. Et si tu penses que si les gens ne te jugent pas, est-ce que tu crois pas que tu travailleras mieux, que tu seras plus concentré sur ton travail? Si, quand même. Sûrement. Non? Le collège normal, ça va pas trop m'aider parce que il y aura plus de moqueries que de copains ou de copines. Et le collège, si on va le voir bientôt, peut-être que je me ferai des amis parce que je suis un peu comme eux et puis ils vont me comprendre aussi. Donc j'hésite. Et ta vie plus tard, après le collège, tu la vois comment? Mon rêve, c'est de réussir dans ma maladie. Enfin, de battre ma maladie, que j'ai plus de soucis avec ça. Et de vivre ma vie tranquille. C'est ça mon rêve. Courageuse, hein? Très courageuse, Oriane. Hein? Et après, tu comprends pourquoi tes parents veulent te surveiller? Oui, oui. Alors, comment tu fais pour te raisonner, accepter ça? Ben, après, je comprends parce que moi aussi, si j'aurais une fille ou un fils qui aurait cette maladie... Tu ferais quoi? Moi aussi, je serais toujours sur son dos. Donc, d'accord. Ouais. Il y a un moment où tu aimerais être toute seule, tu m'as dit aussi en préparant cette émission, c'est quand tu vas au conseil municipal. Oui. Tu vas au conseil municipal. Oui.
Qu'est-ce que tu fais au conseil municipal? J'ai été élue par l'école et maintenant j'y vais un samedi du mois au conseil municipal pour organiser pour que la vie des enfants malades puisse être un peu plus facile. Qui est-ce qui t'a élu? Toute l'école, enfin la moitié de l'école. Bravo. Tu sais combien tu as eu de voix pour toi? Moi, tout ce que j'ai entendu, c'est 38. 38. C'est un bon score, ça. Bientôt la présidence de la République. Félicitations. T'aimes bien avoir des responsabilités comme celle-là? Ouais, ça va. Il y en a où c'est un peu plus difficile ou quoi, mais sinon, après, quand c'est facile ou quoi... Qu'est-ce qui est plus difficile, par exemple? Je sais pas, moi, quand on est plusieurs sur un thème, ou voilà, qu'après, maman me dit, oui, mais t'aurais jamais dû faire cette... Il faut lui répondre, c'est moi qui ai été élu. Hein. Oui, non, mais elle veut participer à tout. Dès qu'il y a un projet, elle lève le doigt et Aurine est souvent à l'hôpital. Donc c'est pas toujours possible. Donc quand on ne peut pas aller au bout de ce qu'on... On peut le faire dans la limite de quand on peut le faire, oui. Quoi. C'est déjà pas mal. Oui, hein. oui. C'est déjà même très bien. Oui. Quand votre fille dit « j'ai pas encore décidé pour la 6e si j'allais rester dans l'enseignement classique ou plutôt demander un lycée particulier, un collège particulier spécialisé? Un collège adapté. C'est toi qui vas décider? Ouais, parce que déjà... C'est pas tes parents qui vont décider? Si je suis bien dedans, moi après je veux bien y aller. Mais après si je suis pas bien, j'irai pas. J'ai l'impression que tu veux décider beaucoup de choses toute seule, non? Il faut bien parce que si c'est mes parents qui décident à ma place, après si je suis pas bien ou quoi, D'accord. Mais tu penses que tu as l'âge déjà où tu sais décider? Pas trop, non. Pas trop. T'as envie parfois, mais pas encore l'âge. Vous avez pris une décision pour l'entrée en 6e? On est en train d'y réfléchir. Sérieusement. On l'a visité et depuis, on voit quand même qu'il y a pas mal d'enfants où elles ne seraient pas jugées, en fait. C'est surtout ça. Les problèmes qu'on avait à l'autre école, c'est surtout par rapport au jugement. À quel âge ça a été le plus difficile, le jugement des autres? Cette année-là. Cette année. Elle était toute seule dans la cour, voilà, toujours toute seule, toujours exclue. Tu sais comment va évoluer ta maladie, on t'a expliqué? Pas trop, parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre. Donc après, c'est de jour en jour. Si je tombe et que j'ai une infection, je peux aller à l'hôpital. Voilà, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc, Mais est-ce que tu resteras toujours insensible à la douleur? Moi, j'espère que non. Parce que, Mais on ne sait pas très bien encore. Ouais. Il faut faire avec toutes ces incertitudes. Hein. Voilà. Il faut bien se raisonner. Moi, je me dis, au bac, je perds de courage et puis que je me batte. Tu es fille unique ou tu as des frères et sœurs? Un demi-frère. Un demi-frère, c'est-à-dire? C'est qu'il n'habite pas ici, donc je le vois toutes les vacances. C'est le fils de papa. C'est le fils de papa. Le fils de papa, d'accord. On va parler de cette histoire de frères et sœurs et puis de tout ce que ça apporte comme possibilité d'intégration avec les autres enfants, pour évidemment tous les enfants. On écoutera aussi l'histoire de Claire, qui est avec nous, avec son frère Rémi. Bonjour Rémi, bonjour Claire. Rémi est atteint d'une maladie rare et pour Claire, ça n'a pas été toujours facile. Vous nous raconterez dans un petit instant d'abord ce message. Il concerne peut-être votre histoire. Dans ce cas, venez sur ce plateau nous apporter votre témoignage. Célibataire, vous cherchez l'amour à l'étranger. Grâce à un site de rencontre, vous vous êtes marié avec une personne étrangère. Vous pensiez trouver l'amour à l'étranger et vous vous êtes fait arnaquer. Vous ne comprenez pas que l'on parte à l'étranger pour trouver l'amour. Pour nous raconter votre histoire, contactez-nous au 0820 16 30 15 ou connectez-vous sur le site de l'émission. Prochainement, toute une histoire se demandera si l'on peut trouver l'homme ou la femme de sa vie sur Internet. Fini les agences matrimoniales, aujourd'hui c'est sur la toile que beaucoup cherchent mari ou femme, pas toujours avec succès. N'importe qui peut faire croire n'importe quoi sur le net. Il y a un écran, la personne est protégée, elle peut être qui elle veut pendant un moment. On n'est jamais à l'abri de se faire avoir. Moi, j'imagine un homme élégant, un homme raffiné. Et lorsque je l'ai rencontré physiquement, c'était absolument décevant parce que c'était vraiment le pouilleux. Et pourtant, c'est bien sur Internet qu'Amandine a trouvé Thomas, celui qui vient de lui passer la bague au doigt. L'amour virtuel peut devenir réel. À mon époque, on commençait à se parler en faisant un slow, puis on allait un peu plus loin. Au jour d'aujourd'hui, c'est totalement différent.
On est content de la finale quand même, parce qu'ils sont très heureux et Thomas est très très gentil et il a été sincère. Nous parlons aujourd'hui avec les enfants et les parents des enfants qui sont atteints de maladies rares, qui sont sur nos plateaux pour nous raconter leur vie au quotidien. Claire, vous nous parlez de Rémi, votre grand frère, grand frère, qui est à vos côtés, qui est atteint d'une maladie neurologique. Mitochondriale, orpheline, rare. Qu'est-ce que ça signifie? Pas que c'est le seul à avoir expliqué, disons qu'il y a une destruction du système nerveux, des nerfs sensitifs et tout ça, donc c'est évolutif, donc forcément... C'est le seul, c'est-à-dire que c'est une maladie il n'y a pas de nom. Ah oui, il n'y a pas de nom. Seul, c'est pas le seul dans la famille, c'est pas le seul. C'est le seul dans la famille aussi, mais c'est le seul. C'est le seul, c'est un cas unique. Ça fonctionne là. Ouais. Extrêmement rare. La maladie de Rémi, il a appelé Rémi sa maladie, la maladie de Rémi. Ouais. La maladie. La maladie. La maladie. Je l'ai appelé comme chez Shadak. C'est une maladie neurologique rare, avec une destruction progressive des muscles et du système nerveux. Symptômes, ce sont des troubles moteurs. C'est apparu à l'âge de 6 ans. C'est à l'âge de 15 ans qu'on a pu commencer à poser un diagnostic seulement. Donc ça veut dire les errances dont parlait Jérôme tout à l'heure, elles sont longues. Et vous ne l'avez pas très bien vécu, c'est ce que vous nous avez dit, Claire, en préparant cette émission. C'est-à-dire que vous avez du mal à trouver votre place? C'est compliqué à exprimer en fait. Faites de votre mieux. Vous l'aimez, votre frère, ça? Ouais. Il y a aimé amour, il y a... Parce que quand un enfant est petit et malade, les parents s'en occupent plus. Donc moi, j'ai pas eu de manque d'amour. Mes parents, ils ont été très présents pour moi aussi, mais moi, j'ai grandi en parallèle, quoi. Mais c'est-à-dire en parallèle? Bah, je me suis fait ma vie. Enfin, je suis mon chemin et puis lui le sien. Et c'est vrai qu'on n'a pas, c'est pas une relation frère et sœur. Quand on était petits, si ça allait parce que. Vous avez combien de différence d'âge? 3 ans. Dites, j'ai grandi dans l'ombre de mon frère. Cette différence de traitement, ça veut dire que vous êtes passé après? Non, je peux pas. Non, je peux pas quand même dire ça, mais un peu dans l'ombre, ouais, peut-être, quand même. Qu'est-ce que vous comprenez de tout ça, Rémi? Alors, moi, personnellement, elle n'a pas vécu dans... Je dirais pas dans mon nom, puisque... des choses dont je me rappelle, c'est moi qui me prenais les claques quand elle me grondait. Enfin, quand elle me... Et puis... Non mais je suis la petite fille, la petite sœur, la cadette. C'est comme ça. Je savais bien y faire. Qu'est-ce que vous comprenez ça, madame, quand votre fille dit ça, ça vous fait mal au cœur? Plus maintenant, parce qu'on a beaucoup discuté. Et c'est vrai que Claire a très tôt... elle me disait, pour ses devoirs petites à l'âge des pépettes, non maman, moi je vais me débrouiller, je vais le faire, laisse. Enfin, à la limite, elle donnait le sentiment de ne pas vouloir qu'on s'occupe d'elle pour ce genre de corvée, devoirs, les activités à l'extérieur, enfin très très autonome. Très autonome. Et pour Rémi, c'était important d'avoir une sœur? Rémi, qu'est-ce que t'en penses? Bah... Toi, arrête. C'est important quand même. Il ne vit pas sans moi. C'est-à-dire? En gros, ouais. Même si on se voit plus beaucoup maintenant. Ouais. C'est-à-dire qu'il a besoin de vous? J'ai besoin de toi, Claire. C'est vrai. Moi aussi. Bon, c'est mignon. Vous pensez à faire un petit frère ou une petite sœur un jour? Je sais pas. Pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est pas prévu. On en verra peut-être dans quelques années. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, c'est une question qu'on se pose, de surprotéger son enfant quand il est enfant unique et qu'il a une maladie qui prend beaucoup de place dans sa vie? Ben, lui, il est surtout gâté. C'est ça? Beaucoup de cadeaux. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, Christelle et Pierre? Ben, nous, on aimerait bien, mais trop de risques d'avoir un autre enfant malade. Et puis, je me dis au détriment peut-être aussi de l'autre enfant, parce qu'Aurène prend énormément de temps. Et puis, est-ce qu'on s'occupera bien Est-ce qu'il n'y aura pas de l'ombre, comme on l'a évoqué à l'instant? Oui, très certainement. Joanie est donc la maman de la petite Justine, qui a 1 an, qu'on a vu dans ce premier reportage tout à l'heure, qui est votre premier enfant. Est-ce que vous envisagez la possibilité d'avoir un autre enfant?
Oui, mais pas tout de suite. Elle a 1 an, là. Hein. Voilà. Pas avant 5-6 ans, facile. Pourquoi? Il y a beaucoup d'opérations encore à passer, beaucoup d'allers-retours à Paris à faire. Et ce serait faire un enfant pour moins s'en occuper, donc c'est pas possible. C'est pas Notre gérable pour priorité, l'instant. c'est Justine. Vous êtes mère au foyer? Oui. C'est un choix ou c'est une obligation dans votre cas? C'est un choix. C'est un choix parce que ma fille a besoin de moi. J'ai été formée pour lui faire des soins assez souvent parce qu'elle a beaucoup d'infections dues à ses malformations. Vous voulez vous en occuper, vous? Oui. Oui, oui. C'est-à-dire vous préférez que ce soit la maman plutôt qu'un auxiliaire de vie, qu'une Voilà, aide médicale? je suis mère, c'est mon rôle de m'occuper de ma fille. Pour moi, peu importe ce qu'elle a, c'est mon enfant et c'est moi qui vais m'en occuper jusqu'au bout, ça c'est sûr. Vous dites attendre 5-6 ans, vous en pensez quoi, Claire, de ces réflexions des parents? Alors il y a le risque, effectivement, hein, congénital, héréditaire, d'avoir un enfant qui, par le mélange des 2 parents, ou pour des raisons qui sont bizarres et qu'on ne comprend pas toujours, hein, Jérôme, d'avoir un enfant qui souffre d'une même maladie. Et puis il y a l'autre risque, qui est non pas de moins l'aimer, mais de lui donner moins d'attention. Ouais. Qu'en pensez-vous? Je pense, oui, que dans ce cas-là, attendre plus de temps et... par contre, dans ce cas-là... J'avais rien. Ouais, c'est pas grandir dans l'ombre, c'est pas... Vous avez envie de rétablir des vérités, j'ai l'impression. Ne vous gênez pas, hein, surtout. Non, mais l'amour des parents, il est pareil pour les deux, quoi. Enfin, même s'il y a... Plus de temps, enfin, matériel. Plus de temps, ouais, voilà, matériel accordé à... Et quand on est enfant, on a du mal à comprendre parfois. Mais ce qui est notable, en tout cas, c'est que dans la fratrie, les enfants qui ne sont pas malades développent une autonomie beaucoup plus précoce, comme pour soulager leurs parents qui s'occupent de l'enfant malade. Mais c'est quelque chose de naturel, c'est-à-dire qu'immédiatement, ils vont acquérir une autonomie et ils vont grandir beaucoup plus vite que les enfants de leur âge parce qu'ils sentent naturellement que les parents ont besoin de temps pour s'occuper des parents malades. Et j'ai l'impression que les enfants qui sont malades aussi comprennent très vite aussi, ont très vite le sens des responsabilités et qui grandissent très vite quand on entend Oriane, Sally. Et puis oui, son message citoyen, j'aimerais aller dans une école avec des enfants normaux. Ouais. C'est très important, ça. Quel boulot pour les parents aussi, hein. Franchement, bravo, quel courage pour tous. Le point de vue des enfants maintenant. Ces enfants, comment eux, ils la ressentent, cette maladie au quotidien? Est-ce que c'est facile pour eux d'affronter le regard des autres, de devoir sans cesse aussi expliquer leurs différences comme le font leurs parents ou leurs grands frères, leurs grandes sœurs? Le point de vue des enfants, c'est notre 3e partie. On va regarder ce reportage qui te concerne, Sally. Et comme on va le voir dans ce reportage, tu débordes d'énergie. Ta maladie t'empêche pas de faire tout ce que tu aimes, bien au contraire. Et il a fallu quand même expliquer autour de toi, et réexpliquer, et continuer à expliquer. Et puis convaincre aussi ceux qui sont moins gentils que les autres. On regarde ce sujet. Allez, 7, 8 et stop. Sally, on t'attend. 7, 8 et 1, 2, hop, hop, hop. Et je tourne les fesses à droite. C'est fini. Un tour. Sally, ça fait 50 fois qu'on le répète. Encore. Comme toutes les semaines, Sally, 8 ans, participe à son cours de GRS. Une activité qu'elle peut faire comme toutes les petites filles de son âge, mais qui l'oblige à dévoiler sa maladie, surtout quand arrive le moment des vestiaires. Ça doit être difficile pour elle de montrer à tout le monde ce qu'elle a. Je la trouve courageuse. Moi, en fait, je trouve que c'est pas une maladie parce que c'est des grains de beauté comme les autres. Alors, ça change rien pour moi. Sally est atteinte d'une maladie rare, le névus géant congénital, qui touche un nouveau-né sur 50 000. À la naissance, un grain de beauté géant recouvrait 80% de sa peau. Mais cette maladie n'empêche pas Sally de vivre comme un enfant de 8 ans, en toute insouciance. Bah oui, je suis coquette. J'aime bien mettre des jolies robes comme ça. J'aime bien mettre des choses d'été. Ça va, j'aime bien me mettre en maillot de bain pour aller à la piscine. Bah oui, je me trouve jolie. Sally n'a pas de complexe au niveau de ses habits. Si les autres voient qu'elle a des grains de beauté, ça ne la dérange pas. Effectivement, de temps en temps, elle a des regards. Elle me le dit, mais
Ça s'arrête là. Elle est trop coquette et elle aime trop vivre et jouer, être à l'aise, que ça ne la freine pas. Pas toujours facile pour Sally d'accepter certaines contraintes liées à sa maladie. Pourtant, le névus géant pourrait bien évoluer en cancer de la peau. Sally, si tu restes trop longtemps, il va falloir mettre la crème. Donc je te donne 5 minutes et après on va mettre la crème. Pour limiter les risques de cancer, tout ce que la maman de Sally peut faire, c'est enduire sa fille d'écran total au moindre rayon de soleil. Sally, ça fait 5 minutes que tu joues. Faut que je te crème, ma grande. Allez, ça va aller vite, c'est pas long. Non. Allez. T'es énervant? C'est toi qui masse ou c'est moi? Non, c'est toi. Regarde, on fait juste ça. Hein. Tu vas être tranquille, après tu vas pouvoir jouer tranquille. Tu en mets dans la main pour faire dessous? Beaucoup. Dès qu'on sort dehors un peu longtemps au soleil, dès que le premier quart d'heure est passé, c'est important. Non, viens voir Sally, t'as oublié le cou. Et le visage. Tiens, viens voir. Parce que ça, c'est important aussi. Il y a toute la zone du cou où il y a les grains de beauté. Hein? Non. Voilà ma nénette. Bon, maintenant, allez, je vais jouer. Va jouer. En quelle année a éclaté la Première Guerre mondiale? Si aujourd'hui la petite fille a la vie d'une enfant comme les autres, c'est l'avenir et particulièrement la vie sociale de Sally qui inquiète Frédéric, son papa. Oui, c'est possible. Quand on la voit gérer la compète de GRS. C'est vrai que le regard des autres dans la piscine, aujourd'hui, elle le voit pas. Et elle s'en moque, elle se jette dans l'eau. Par contre, là où je suis sûr qu'elle aura des difficultés, c'est quand elle va arriver en puberté et qu'elle va commencer à regarder les garçons en disant je pourrais jamais attirer les garçons, je pourrais jamais... Mais à ton avis, si elle n'avait pas de névus et qu'elle est juste, par exemple, un peu plus ronde que la moyenne, elle se posait pas ces questions-là? Je veux dire, on trouve toujours, quand on est adolescente, moi je me souviens, j'étais complexée pour n'importe quoi. Ouais, elle aura ses crises d'adolescence, elle aura ses complexes, mais on s'y attend, comme toute adolescente. Vous avez l'air dubitatif. Je vais pas dire dubitatif. Dubitatif, dans le doute, quand votre femme vous donne ses explications. Oui, parce que moi je suis un homme et à 15 ans, je suis une femme, je regarde, c'est pas ce qu'il y a dedans, c'est ce qu'il y a autour. Non, à 15 ans, vous n'étiez pas un homme, vous étiez un ado. On est bien d'accord, mais là je commençais à vous intéresser. À taper volage, à regarder ce qui se passait autour. Non, mais ce que vous dit votre femme, c'est que c'est un âge sans doute critique, quoi, cette adolescence-là, mais qu'ensuite, quand on devient adulte, c'est différent. Oui, mais ce sera une période difficile. Aujourd'hui, je dirais que Sally vit très bien. Oui, le regard des autres ne le gêne pas, la gêne pas, la scolarité se passe bien. Mais effectivement, à 15 ans, 16 ans, je pense que ce sera un peu plus difficile. Ouais, on a le temps de les voir arriver, les 15-16 ans. On est bien d'accord. Et puis après, on passera encore à un autre âge. Oui. Pas toujours se projeter dans l'avenir, il faut aussi profiter du présent. Toi, tu es inquiète pour l'avenir? Parce que t'as vraiment une jolie tête. Hein. Non, ça va. J'ai toujours envie de rigoler, de toute façon. Ouais, bah, c'est bien. Je vais poser la question à Raphaël, qui est là depuis le début de l'émission avec nous, qui a un névus géant comme Sally. Le regard des autres, ça vous a gêné quand vous aviez l'âge de Sally ou plus à l'adolescence? Alors, ça m'a pas gênée toute petite, puisqu'il me connaissait, il savait tout de suite ce que j'avais. C'est arrivé au collège, où ça a été le plus difficile. Justement, l'adolescence, c'est là où vraiment on nous regarde, on nous pose des questions, c'est là où c'est le plus difficile. Et c'est aussi là où on se forge notre caractère, là où on apprend beaucoup sur soi. Et quand on dit d'aller dans une école avec d'autres personnes dans le même cas, moi je ne l'aurais pas supporté parce qu'aujourd'hui je pense que je n'aurais pas le caractère que j'ai aujourd'hui. Quel caractère? Un caractère assez fort et j'aurais pas aimé qu'on m'enferme, qu'on me laisse dans le même cocon que les autres en fait, qu'on me laisse avec d'autres personnes qui sont malades. Voilà, exactement. C'est une manière de se montrer, de se forger et de vaincre sa maladie quelque part, quoi. On a du mal à croire. Il est où ce névus géant? Alors, je l'avais dans le dos, la fesse, la hanche et puis un peu partout sur les bras et le cuir chevelu. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on appelle les parties visibles, on ne voit plus. On a enlevé
le plus possible. Après, j'ai une greffe qui remonte dans le dos et donc sur la fesse et l'aine. Vous avez eu combien d'opérations? 25. Waouh! Ouais, 25 interventions. Entre quel âge et quel âge? Alors, ça a commencé à 15 mois, ce qui est très tard, puisque comme on l'a dit, il faut, Ah oui, prendre, c'était tout de suite pour ça. il faut prendre très tôt, sauf que moi, on a dit à ma maman, quand je suis née, que j'allais pas vivre. Ah, c'était pas la même maladie. C'était pas la même époque, hein, c'était il y a qu'elle il y a était 20 jeune, ans. qu'elle pourrait avoir d'autres enfants. Oh. Donc, elle m'a pas vue, elle. On m'a tout de suite retirée quand je suis née. Elle s'est demandé pourquoi, elle a paniqué. Elle m'a vue au bout de 15 jours. C'est mon papa qui allait prendre les photos dans un autre hôpital, puisque je suis née à Vichy et j'étais à l'hôpital de Clermont-Ferrand, à quelques kilomètres. Donc 25 opérations entre 15 mois et quel âge? Entre 15 mois et 13 ans. Vous êtes heureuse aujourd'hui? Ah oui. À 21 ans, ouais. Ouais. Amoureuse? Oui. Amoureuse? Ouais. C'était difficile d'affronter le regard des garçons? Au collège, oui, très. Je me montrais pas, même pas seulement des garçons. Des autres? De tout À partir le de monde. quel âge ça a été plus facile de vous assumer pleinement? Alors, quand j'ai rencontré mon premier amour, à 14 ans, 15 ans, ça m'a permis de me libérer, en fait. Je me suis dit, j'ai le droit à l'amour comme tout le monde, j'ai le droit d'être comme tout le monde, j'ai le droit d'avoir des chéris, des petits copains. Et là, ça a été... c'est là où vraiment j'ai commencé à me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps, dans ma tête, et bien avec les autres. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, Oriane? C'est un peu... Et du courage aussi, parce que avoir un nez géant, moi, j'aurais pas pu... Crois-moi que c'est rien comparé à... On n'a rien. On n'a rien comparé à d'autres personnes qui sont malades comme toi ou qui ont d'autres maladies. Nous, je crois qu'on peut s'estimer heureux, malgré le problème quand même. Mais voilà. Tu penses avoir un chéri? Un amour? Plus tard? Bah oui, comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Ouais. Un grand amour? J'espère. Bien sûr. Et toi, Enzo? Trouver une femme plus tard, l'épouser? Avoir des enfants? Pas encore. Pas tout de suite? Tout de suite. Tu as déjà des amoureuses, hein? Tu nous as dit en préparant cette émission? Oui. T'en as combien? Je sais pas, je n'ai pas réfléchi. Tu sais qu'en préparant l'émission, moi, on m'a dit 4 amoureuses. Emma? Oui. Juliette? Juliette, Mathilda Rose. Rose? Ouais. Il y a une autre Emma aussi. Ah, ça fait 4, ça. Avec laquelle tu vas te marier? Tu veux? Enfin, Juliette. Si tu avais le choix, ce serait Juliette? Ouais. Pourquoi tu veux te marier avec Juliette en particulier? Parce qu'elle joue plus avec moi que les autres filles. D'accord. Tu es dans une école classique aujourd'hui, avec tous les autres enfants? Oui. C'est un choix à long terme pour vous? Oui, pour l'instant, tant qu'il peut aller à l'école normale, il va y aller. Après, ça sera plus, on ne sait pas trop comment sa kinésithérapie évoluera. Mais au fur et à mesure, donc on verra. C'est surtout les escaliers qui posent problème. Dans les collèges, des fois, il y a beaucoup d'escaliers, donc je ne sais pas, on verra. Pour l'instant, c'est vrai que dans les écoles primaires, il n'y a pas de souci de déplacement à l'intérieur. Enzo s'entend bien avec les filles? Oui. Plus qu'avec les garçons? Plus qu'avec les garçons, oui. Ouais. Oui. Joanie, lorsque vous pensez à l'avenir de votre fille, vous êtes un peu angoissée. Qu'est-ce que vous redoutez le plus? Le regard des autres. Ouais. Ça, Et son avenir de femme, vous y pensez aussi? oui, c'est sûr. Même si elle a qu'un an pour l'instant. Oui, oui, on y pense, oui. Surtout quand, au mois de novembre, on a appris qu'elle aurait 50% de risque de transmettre sa maladie à ses enfants. Parce que dans son cas, c'est génétique, mais pour les futures générations, ce sera chromosomique. Donc, une chance sur 2 de le transmettre. Donc, c'est très dur. Il faudra lui expliquer un jour tout ça. Oui. Vous appréhendez ce moment-là? Oui, oui, énormément. Vous allez le faire petit à petit? Je pense, oui, qu'on va la préparer au fur et à mesure. Faut expliquer, vous diriez doucement, au fur et à mesure, dès que les enfants sont en âge de comprendre? Ça se fait naturellement. Oui, ça se fait assez Ça vient, naturellement. ça J'attendrai qu'elle sache un peu parler, etc. Mais je crois que j'aborderai le sujet assez rapidement. Ça peut pas se faire de gaieté de cœur, expliquer à son enfant, etc. Mais il faut le faire pourtant. Oui, il faut le faire. Moi, Enzo a compris assez rapidement. Ouais. Comme on a fait plusieurs voyages aux États-Unis, puis même les consultations à l'hôpital, il a très vite compris.
Oriane, qu'est-ce que tu souhaiterais de plus important de faire pour ton avenir? Que ma maladie déjà parte. Enfin, c'est pas trop... Que tu ressentes la douleur? Oui, voilà. Puis, ça te donnerait plus d'indépendance, j'imagine? Ouais, et puis là, je peux pas trop être autonome parce que si je tombe ou quoi, bah, je sens pas. Donc, tu ne sens pas si tu t'es fait mal pour de vrai? Donc, j'ai pas trop d'autonomie envers moi. C'est l'autonomie qui sera importante. Mais je crois qu'il faut expliquer, je crois que c'est clair, quand on écoute tous les parents aujourd'hui, il faut expliquer à un enfant qu'il est né différent. Ça ne peut pas se faire de gaieté de cœur. Pourtant, malgré la maladie, en dépit de l'isolement que les parents peuvent parfois ressentir quand l'enfant est petit, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas baisser les bras. Je sais que c'est évidemment facile à dire, mais je crois qu'après avoir entendu tous ces enfants, c'est-à-dire Oriane, Sally, Enzo, comme ils l'ont fait aujourd'hui, on peut que constater que ce qui fait leur différence, c'est avant tout une espèce de peps, d'énergie, de joie de vivre qu'ils ont. Et je pense que plus tard, pour eux tous, ce sera leur force. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt.